Bienvenue dans Focus Sahel, en direct de Washington sur VOA Afrique, avec Mohamedou Woumfa. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Focus Sahel, l'émission qui vous offre une perspective unique sur la région. Chaque semaine, nous explorons les nombreuses facettes de la vie au Sahel. Au sommaire de cette édition, gros plan sur la transition au Mali. Le 31 mars dernier, plus de 80 partis politiques et organisations de la société civile ont réclamé l'organisation dans les meilleurs délais d'une élection présidentielle au Mali. Ils ont souligné dans 2 communiqués distincts que la durée de la transition a pris fin le 26 mars dernier. Que manque-t-il pour l'organisation des élections? Quel avenir pour la transition? À suivre le reportage de notre correspondant au Mali, Mohamed Danyoko, et l'analyse de Soumaïla La, coordonnateur de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité au Sahel. Nous irons ensuite à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso, où des périmètres aménagés pour la culture du riz sont menacés de disparition. Le fait marquant de la semaine, c'est l'entrée en fonction du nouveau gouvernement au Sénégal. Nous en parlerons avec Famaké Dembélé, il est le directeur de la radio Kédougou FM au Sénégal. À suivre enfin le reportage de notre correspondant Alain Amonchi en Côte d'Ivoire, où le ministère du Tourisme et des Loisirs veut valoriser les jeux traditionnels pour faire la promotion du riche patrimoine du pays. Merci de vous joindre à nous pour ce voyage de découverte et d'information dans le Sahel. Merci d'écouter Focus Sahel et surtout de regarder cette émission sur la page Facebook de VOA Afrique. Le dimanche 31 mars dernier, plusieurs partis politiques et organisations de la société civile ont demandé par voie de communiqué aux autorités de la transition malienne d'organiser l'élection présidentielle car le 26 mars consacrait la fin de la transition. Plus d'une semaine après, quelle est la situation dans le pays? Notre correspondant Mohamed Danyoko fait le point depuis Bamako. Mahamadou Konaté, président du M5 RFP Malikoura, est celui qui a lu le communiqué conjoint demandant l'organisation des élections. Face à l'argument selon lequel la transition n'est pas liée à un décret, mais plutôt à la charte de la transition qui estime que la transition prend fin avec l'organisation de la présidentielle, le docteur en droit public a ses contre-arguments. Pour vraiment mettre fin à ces débats, aux supputations, et puis à un risque également de contestation à l'intérieur, mais aussi des sanctions à l'extérieur, le président a décidé le 6 juin 2022, par décret présidentiel, de fixer le délai de transition à 2 ans, à commencer le 26 mars 2022, et qui vient de se terminer le 26 mars dernier. Donc c'est le décret qui a été pris. Il ne doit pas être interprété, si vous voulez, dans le contexte général de la hiérarchie de normes. Il faut regarder le contexte de l'objet. Donc ici, il a pour objet de compléter la charte. Parce que la charte n'a pas donné de délai précis, elle donne le choix, n'est-ce pas, au politique de prendre ce qui lui convient. L'action de ce regroupement d'une vingtaine de partis politiques et d'organisations de la société civile vise à pousser les autorités à organiser une concertation avec les acteurs afin de convenir d'un chronogramme et sortir de ce flou dit de léger report. À travers ce léger report, ça nous fait à peu près 6 mois maintenant que les autorités ne parlent pas, et vous aussi, étant les partis politiques de ce pays, vous ne dites rien à part des communiqués que vous faites. À partir du 26 mars, ils se sont levés pour dire que c'était la fin de la transition, donc en se mettant ensemble pour faire un communiqué. Donc il n'est jamais tard pour bien faire. Donc moi je trouve quand même que ces différents partis et regroupements, ils sont bel et bien dans leur droit de revendiquer aussi la tenue des élections, ou que les autorités les appellent pour leur dire quelque chose afin qu'ils puissent s'entretenir et sortir quelque chose de potable. Au sein de la population, les avis sont divergents quant à la nécessité d'organiser les élections compte tenu du contexte sécuritaire. C'est elles-mêmes qui sont sorties à la télé pour dire on a récupéré Kidal, on a récupéré notre base de données qui était prise en otage, qui a justifié d'ailleurs le léger report, souvenez-vous bien, par le ministre de l'administration territoriale. Donc aujourd'hui, si toutes ces conditions sont réunies,
s'il y a d'autres aléas de la nature qui sont là, ce n'est pas nous de le savoir, c'est à eux de juguler parce qu'ils sont imposés aux Maliens pour dire qu'ils peuvent le faire. Vu le contexte qu'on vit, il serait mieux vraiment d'aller vers des dialogues. Et ces dialogues, avec des recommandations assorties de ces dialogues, vraiment on peut fixer une date. Une date qui va être un temps donné à la transition vraiment de bien préparer les élections. Et que ce ne soit pas des élections bâclées, parce que ça peut nous conduire à la même situation qu'on est aujourd'hui. Lors d'une rencontre avec des partis politiques, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga dira que le décret qui fixait la fin de la transition au 26 mars 2024 est caduc, car signé dans le cadre des discussions avec la CEDEAO et le Mali, selon lui, n'est plus membre de cette institution sous-régionale. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako. Mohamed Danyoko, que nous retrouvons justement à Bamako, la capitale du Mali. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Eric, bonsoir. Mohamed Oumfa donc à ce micro pour la présentation. Alors Mohamed, on vient de suivre votre excellent reportage depuis Bamako, mais parlez-nous tout d'abord du contexte. Qu'est-ce qui a poussé ces partis politiques et organisations de la société civile à demander l'organisation des élections? Pourquoi maintenant? Oui, c'est ça, ok. En fait, depuis le 26 mars, il y avait d'abord des communiqués individuels de chaque parti, de quelques partis en tout cas, et d'organisations. Et c'est à partir du 31 mars qu'ils ont décidé de se mettre ensemble. Ils ont certainement compris, en tout cas, c'est ce qu'ils nous ont dit, et que peser dans la balance et faire un communiqué conjoint d'une vingtaine, voire d'une trentaine de partis politiques et d'organisations peut peser dans la balance. Et on a vu que tout de suite derrière, ça a fait la une des journaux. Ça a été en tout cas repris dans pratiquement tous les journaux au Mali et même à l'extérieur. Donc, les communiqués conjoints, souvent, ça vient des partis qui ne sont pas aussi, et en tout cas, représentatifs, mais quand ils se mettent tous ensemble avec des partis représentatifs comme l'ADEMA, comme le RPM, la voix porte et c'est entendu en haut lieu. Donc, c'est ça aussi l'idée de se mettre ensemble. Et d'ailleurs, le dimanche dernier, la jeunesse de ces partis et de ces regroupements se sont, elles aussi, retrouvées en tout cas pour faire le même exercice. Oui, alors Mohamed, on parle de près d'une centaine de partis, organisations de la société civile, mais est-ce que la population adhère? Est-ce que les gens se mobilisent pour suivre ce mouvement lancé par ces partis et organisations? D'abord une rectification, parce que moi-même j'ai lu beaucoup de fois que c'est 80, mais j'ai participé à toutes les deux rencontres, que ce soit pour les présidents de partis et des jeunes, c'est vraiment une vingtaine, tout au plus 30 partis et organisations. Centaines, c'est vraiment, et c'est ce que je disais d'ailleurs. Et aujourd'hui, les gens, et la population, il n'y a pas eu de suite en tant que telle, parce que juste après le communiqué, il n'y a pas eu de mouvement de rue, il n'y a pas eu de manifestation. Et le seul quoi qu'il y a pu avoir, c'est qu'il y a un parti qui était signataire, qui est le CODEM, qui avait en tout cas, qui s'était désolidarisé à travers un communiqué. Mais quand on a cherché à comprendre, celui-là qui était en tout cas à cette signature au nom de la CODEM avait dit que c'était un épiphénomène et que vraiment ceux-là qui ont fait le communiqué aussi, donc tout porte à croire que dans le parti ça n'allait pas, et on s'est renseigné auprès de ceux-là qui ont regroupé tout le monde au niveau de l'ADEMA, qui ont dit que ce n'est vraiment pas quelque chose qui va arrêter le mouvement, puisque entre-temps il y a le Parena, le parti de Thierry Dramé et d'autres regroupements qui ont rejoint le mouvement et qui ont signé. Donc c'est dire que au sein de la population il n'y a pas vraiment de grand mouvement, mais au sein des organisations et des partis ça commence à faire effet, puisque de jour en jour des mouvements et des partis sont en train de se joindre à cette dynamique-là. Alors, depuis qu'il y a eu ces communiqués des partis et organisations, est-ce que les autorités de la transition ont réagi? Est-ce qu'on sait ce qu'il en est de leurs intentions sur la suite de la transition? Et le Premier ministre a réagi. Le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, jeudi dernier, et la coordination des forces patriotiques, le COFOP, la COFOP, qui a aussi une organisation de société civile. Et le Premier ministre leur a dit clairement que le décret, en tout cas signé le 6 juin 2022, qui fixait la durée de la transition, ce décret-là, le président de la transition l'avait pris, en tout cas dans les négociations avec la CEDEAO. Et puisque le Mali n'est plus membre de la CEDEAO, ce décret n'engage en rien les autorités de la transition. Et comme on a promulgué au mois de juillet 2023, dit que la transition prend fin avec
installation du nouveau président. Ce qui voudrait dire en tout cas qu'il faut attendre qu'il y ait des élections, que le nouveau président vienne pour que la transition prenne fin. Et ça, il n'y a pas de délai. Et plus encore, il parle de la charte de la transition qui dit que, qui en tout cas est vraiment l'émanation de l'ensemble de la population malienne, qui dit que la transition a 6 à 5 ans, n'est-ce pas, de 6 mois à 5 ans. Et il dit aujourd'hui qu'on n'a pas encore atteint les 5 ans. Donc tout porte à croire, en tout cas selon le Premier ministre, que le décret brandi et tout ce qui va avec les autorités sont dans la légalité au moment où ces partis et organisations parlent de vide juridique. Donc c'est un dialogue de sourds, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde et on attend les jours à venir pour voir ce que ça va donner. Merci beaucoup Mohamed Danyoko, vous êtes à Bamako, vous êtes le correspondant de VOA Afrique, merci de nous informer. Alors, on va retrouver Soumaïla là pour une analyse. Soumaïla est le coordonnateur de l'Alliance citoyenne pour la réforme du secteur de la sécurité au Sahel. Bonsoir Soumaïla. Bonsoir Mohamedou. Voilà, on parle donc de la transition au Mali aujourd'hui. En tant qu'analyste et expert, est-ce qu'en une minute, vous pouvez faire un bilan rapide, politique et sécuritaire de la transition présidée par le colonel Assimi Goïta? En une minute, ça va être difficile, quelque peu difficile, mais je vais quand même essayer. Le bilan, il n'est pas que politique et sécuritaire, il est économique, social, etc., etc. Mais sur le plan sécuritaire aujourd'hui, c'est le seul secteur où aujourd'hui on peut dire qu'il y a eu des avancées notables, et ça c'est logique, c'est parce que c'est des militaires aujourd'hui qui sont au pouvoir, qui connaissent la guerre et qui ont pour attribut naturel la défense de la patrie contre les agressions extérieures. Donc sur cet aspect, il y a eu la volonté d'aller avec une certaine continuité de la loi de programmation militaire qui a permis d'équiper les militaires à hauteur des souhaits et qui a permis d'engager, on va dire, des partenariats qui ont permis d'acquérir des équipements de pointe et éventuellement d'aller vers des partenariats qui ont permis par endroit, par localité, d'obtenir des résultats. Donc sur le plan sécuritaire, on peut dire qu'il y a eu des avancées. Là, sur le plan politique, le tableau il n'est pas du tout reluisant. En ce sens qu'il y a énormément d'engagements qui ont été pris, qui n'ont pas été respectés, en ce sens que aujourd'hui il y a une certaine instrumentalisation de l'opinion publique qui va dans le sens de la remise en cause des acquis démocratiques et du rejet de la responsabilité de tout ce qui s'est passé ces 30 dernières années sur les acteurs de 1991. Il y a quand même une espèce de psychose qui est volontairement créé, entretenu pour, on va dire, mettre à dos les politiques et pour éventuellement restreindre, on va dire, les libertés publiques, la liberté d'expression, etc., etc. Ce qui m'amène à faire un autre parallèle sur le bilan économique aujourd'hui, qui encore n'est pas du tout reluisant, en ce sens qu'aujourd'hui l'essentiel de l'économie est orienté vers la sécurité, la défense au détriment des autres sécuritaires, et le Mali peine aujourd'hui à créer un certain équilibre. Voilà. Cette difficulté à créer un équilibre aujourd'hui a débouché sur une crise énergétique qui ne dit pas son nom, qui a fini par mettre à terre pratiquement toute l'économie. Alors, Soumaïla, merci, on l'a compris, bilan sécuritaire relativement reluisant et un peu moins reluisant sur le plan politique et économique. Alors, on sait, vous l'avez certainement suivi dans le reportage, les partis politiques et organisations de la société civile ont dit que la transition était censée s'achever le 26 mars, mais visiblement, on n'est plus à ce compte-là. Alors, qu'est-ce qui se passe, Soumaïla? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à une prolongation? Je pense qu'il y a quand même eu une absence de considération en ce sens qu'il y a eu le président de la transition à travers les décrets 2022 qui a donné sa parole aux Maliens pour donner un délai. La transition, par essence, c'est le passage d'une étape à une autre, c'est le passage d'une chose à une autre, d'une situation à une autre, et aucun pouvoir. Je dis tout le temps, nous sommes jusqu'à preuve du contraire dans un état de droit, dans une démocratie, et aucun pouvoir ne peut être dans une logique qui n'est pas circonscrite dans les temps. Et ces engagements ont été pris
au nom du peuple malien, contrairement à ce que le Premier ministre dit. Quand le Premier ministre dit que l'engagement via ces décrets-là a été pris parce que la CEDEAO, que le Mali n'est plus membre de la CEDEAO, c'est une contre-vérité. Contre-vérité, pourquoi? Parce que cet engagement résulte des assises, des recommandations des assises nationales de la refondation qui avaient fixé une fourchette pour 5 ans. Et le président, en toute légitimité à l'époque et en toute plénitude, a choisi le délai de 24 mois. Donc, on peut dire que ce décret vient compléter la charte de la transition, et cette charte avait fait un clin d'œil aux assises nationales de la transition. Et cet engagement avait été pris vis-à-vis du peuple malien et non de la CEDEAO. Ça, c'est l'aspect que je voulais corriger. Il y a clairement un vide juridique, contrairement à ce que les partisans de la transition essaient de faire croire, un vide juridique en ce sens que aujourd'hui, quand vous prenez la constitution de juillet 2023, quand vous prenez la constitution de février 1991, vous verrez que dans la constitution de 2023, par exemple, il y a des dispositions particulières et des dispositions transitoires. Et on s'y fie aujourd'hui sur les dispositions transitoires pour dire que qu'il n'y a pas de vide juridique et pour dire que le mandat prendra fin le jour de l'élection du futur président de la République. Ce qui est complètement faux parce qu'il y a l'article 186 qui est une disposition particulière qui dit que le fondement de tout pouvoir réside dans la Constitution. Et cette Constitution exige l'élection d'un président de la République et non un président de transition, exige l'élection des institutions élues, etc., etc. Ce qui fait que cette disposition transitoire ne peut pas supplanter la disposition particulière qui est l'article 186. Alors, cette considération, oui, Soumaïla Lala, il y a clairement un problème juridique qui se pose. Il n'empêche qu'au niveau de la population, on ne sent... Un problème juridique, il y a également un problème d'honneur parce que cette transition, quoi qu'on dise, aujourd'hui est à son 3e délai. Les plus hautes autorités de façon constante ont pris des engagements vis-à-vis du peuple malien et ne les ont pas respectés. Justement, Soumaïla Lala, vous parlez d'engagement pris auprès du peuple, mais on a l'impression, c'est d'ailleurs les réactions qu'on a même au niveau de VOA Afrique, on a l'impression que de très nombreux Maliens accordent toujours un état de grâce à ces militaires au pouvoir et ne sont pas si exigeants que ça au respect de la période de 2 ans. Alors comment expliquer selon vous l'attitude de cette très nombreuse partie de la population et surtout de la grâce dont continuent de bénéficier les militaires au pouvoir? Je pense que cette interprétation est à pondérer. Il ne s'agit pas de la très grosse majorité des Maliens, en ce sens que l'essentiel des Maliens vivent dans les campagnes et ceux-ci n'ont même pas accès dans la grande majorité en tout cas aux dispositifs qui permettent de donner son avis sur la vie de la nation. Donc il serait pour ma part prétentieux de dire que cet aspect-là ou ces arguments viennent des Maliens. Aujourd'hui, il serait difficile de quantifier. Autant il y a des soutiens de la transition, autant il y a énormément de Maliens qui ne sont pas en faveur de la continuité de cette transition. Donc, ce qui me fait dire que si vous prenez les réseaux sociaux, aujourd'hui, il y a quand même des groupes, des personnes qui vivent de ça, qui sont clairement payés, qui sont instrumentalisés et qui diffusent à souhait des informations qui vont dans le sens de la confortation, on va dire, de la position des autorités actuelles. Il y a de l'autre côté des personnes qui ne sont clairement pas en phase, mais qui ont peur de s'exprimer. Il y a une psychose qui s'est créée depuis quelques mois, et cette psychose, c'est le fait de la peur d'aller en prison. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas s'exprimer. Il y a donc une autocensure. Lorsque vous vous exprimez, justement, il y a une censure. Lorsque vous vous exprimez, ça ne va pas dans le sens. Merci beaucoup, Soumaïla Lala. Malheureusement, le temps imparti à cette rubrique arrive à son terme. Merci beaucoup, Soumaïla Lala. On va continuer les échanges sur ce sujet avec vous sur VOA Afrique. Merci d'avoir été là. Alors, je le disais, quelques internautes ont réagi sur la page Facebook de VOA Afrique
Afrique. Nous avons sélectionné quelques réactions. Il y a Abdoul Ben Aziz qui a dit: les 80 partis politiques sont-ils au-dessus du peuple malien? Lorsque le peuple voudra des élections, il se prononcera avec souveraineté et les tenants de la transition se soumettront. Pour l'instant, la priorité, c'est le retour de la stabilité. Et on va prendre une dernière réaction de Sidiki Sawadogo qui a dit: les élections ne sont pas un choix pour la population de l'AES, Alliance des États du Sahel. Depuis 1960, quelle a été la part apportée par la démocratie européenne pour nos populations? Nos dirigeants doivent réquisitionner toute personne morale ou physique qui piaille pour qu'on tienne les élections dans cette refondation. Merci à tous d'avoir réagi sur la page Facebook de VOA Afrique. Et sans transition, on se rend au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso. Là-bas, la plaine risicole de la vallée du Kou constitue depuis des années un levier important vers la sécurité alimentaire. Venus de divers horizons du Burkina pour fuir l'insécurité, de nombreuses personnes déplacées y ont trouvé refuge. Aujourd'hui, ces périmètres aménagés pour la culture du riz sont menacés de disparition. On voit cela dans ce reportage à Bobo-Dioulasso de Alidou Ouedraogo. Située dans la commune rurale de Bama à 25 km de Bobo-Dioulasso, la plaine aménagée de la vallée du Kou est un pôle de croissance agricole qui date de la fin des années 60. Ici, de nombreuses personnes déplacées y gagnent dignement leur vie à travers diverses activités. Aminata Niampa a quitté le Lorum au nord il y a 3 ans. Refusant de mendier, elle s'est retrouvée ici à la vallée du Kou. Nous aidons à cultiver, désherber et étuver les riz et on nous paye. À la fin, on nous donne aussi du riz. Nous gagnons mieux notre vie. Madeleine Djiré travaille dans la plaine. Elle a aussi une parcelle où elle pratique l'agriculture irriguée. Je cultive la patate, le gombo et le riz. J'ai 5 enfants et tout le monde vit de ça. Ces personnes déplacées sont un pilier dans la culture du riz dans la vallée, reconnaît Zakaria Ouedraogo, le secrétaire général de l'Union des coopératives rizicoles de Bama. Nous sommes cadés parce que nous, nous sommes contents parce que si ces travailleurs n'étaient pas là, les coûts de nos prestations allaient être très élevés. Mais leur présence nous aide beaucoup dans la plaine car ils font beaucoup de travaux. Même en période de saison sèche, dans la culture de la patate, ils nous aident. Donc leur présence nous aide énormément. Après près de 6 décennies d'exploitation, de nombreux problèmes compromettent l'avenir de la plaine. En plus des terres qui s'appauvrissent, il y a l'occupation de la source d'eau qui arrose la plaine par la nationale de l'eau. Une situation que dénoncent les riverains, nous dit Zakaria Ouedraogo. De notre source d'approvisionnement en eau jusqu'à la plaine, cela vaut 40 km. Dans cette source sont installées également les stations de pompage de l'ONEA qui ravitaillent la ville de Bobo. De plus, les gens sont installés de part et d'autre de cette source pour tirer l'eau. Le docteur Delphine Ouattara, chef de programme riz et riziculture du Burkina, liste les autres difficultés pour la vallée du Kou. On assiste à des pratiques aussi et de la part des producteurs qui ne sont pas tolérantes dans la plaine, et notamment d'autres cultures, ou bien même la fabrication des briques au sein de la plaine. Toutes ces pratiques-là appauvrissent la plaine. Mais malgré tout, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour que cette plaine-là puisse être revitalisée et répondre à la production de la culture du riz. Avec une production de 1200 tonnes par an, la plaine de la vallée du Kou génère 1382 emplois directs. Alidou Ouedraogo, de retour de la vallée du Kou pour VOA Afrique. Voilà,
Merci beaucoup pour ce reportage depuis Bamako, depuis Bobo-Dioulasso, plutôt au Burkina Faso. Alors, on va aller en Côte d'Ivoire pour la note positive de cette édition. On va parler du rapprochement des communautés par la valorisation des jeux et loisirs traditionnels. C'est le pari que veut gagner la Côte d'Ivoire à travers le ministère du Tourisme et des Loisirs. Ce ministère cherche à valoriser les jeux traditionnels des différentes régions du pays pour faire la promotion d'une partie de son riche patrimoine. Reportage de Alain Amonti, relaté par Dini Niwa. Ils sont venus des 31 régions que compte la Côte d'Ivoire avec des danses et des jeux traditionnels pour prendre part au 2e festival national des jeux traditionnels. Vulgariser ce riche patrimoine culturel et en faire aussi un outil de promotion touristique, c'est l'objectif que décline ici Siandou Fofana, ministre ivoirien du Tourisme. Ces jeux ne sont pas non seulement mis en compétition, mais plutôt des occasions de tisser des liens, de fertiliser les rapports entre nos régions, de créer des conditions d'harmonie de nos peuples et de vivre ensemble, tout en renforçant l'amitié entre nos différents peuples et de transmettre des enseignements si précieux à la nouvelle génération. Le principe de ces jeux dans la région Lodjiboua, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, est de déplacer le plus rapidement possible une pierre en chantant pour ne pas que la prochaine pierre n'écrase les doigts. C'est un jeu au temps du Deuxième Guerre où nos parents africains étaient partis en Europe. Et à ce niveau, lorsque les parents voyaient que l'effectif des personnes qui étaient en Afrique, qui étaient sur le lieu, avait vraiment abaissé, ils perdaient leurs parents. Lorsque les gars chantaient et puis jouaient le jeu, ça leur a permis de rire, ça ramenait un peu la joie et oublier un peu la disparition de leurs parents. Au fil des années, beaucoup de jeux traditionnels sont transformés et d'autres ont tout simplement disparu. Pour ce jeune fonctionnaire, ce n'est pas sans conséquence sur les jeunes générations qui se sont tournées vers des jeux venus d'ailleurs qui n'offrent pas les mêmes valeurs. Autrefois, ce sont des jeux qui regroupaient les jeunes du village, les parents, et on se lançait des défis pour les jouer. Et ça apportait la joie, l'harmonie entre les jeunes du village. Mais de nos jours, ça n'existe plus. Selon Jessica Davis, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, les nouvelles technologies peuvent aider à préserver ce riche héritage culturel. Comment est-ce qu'on peut transmettre les idées de ces jeux traditionnels pour encourager la communauté et pour les mettre avec les technologies nouvelles pour faire découvrir les jeux ivoiriens pour les jeunes d'aujourd'hui et de demain? Depuis 2017, 270 jeux traditionnels ont été répertoriés à travers les 14 districts de la Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes entendent vulgariser ces jeux dans toute l'étendue du territoire. La dernière escale de cette édition, c'est le fait marquant de la semaine et on se rend au Sénégal pour cela. Je le disais, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a nommé vendredi un nouveau gouvernement de rupture, largement composé de visages nouveaux pour le grand public et novices au niveau ministériel. Alors la liste contient quelques noms de cadres du parti du président et du premier ministre, le PASTEF, en première ligne de la confrontation des dernières années de l'ancien pouvoir, le pouvoir du président Macky Sall. Voilà, et c'est avec le Sénégal que nous achevons cette édition de Focus Sahel. Merci à notre public qui nous a accompagnés pour ce voyage dans le Sahel. Merci également à notre invité Soumaïla Lala qui était là, qui a partagé avec nous son expertise. Et je tiens à saluer tout particulièrement nos correspondants qui nous ont apporté des nouvelles fraîches de la région. Mohamedou Oumfa, je vous remercie d'avoir écouté et regardé. Merci surtout de rester à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Au revoir.